Bismillahirrahmanirrahim. Concernant donc mon intervention sur le nouvel ordre de la souveraineté dans les pays africains, dont le moteur de ce nouvel ordre est notre pays, le Royaume du Maroc, qui a défendu donc cette tendance vers le renforcement de la souveraineté des États africains depuis très longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ni des années 80, ni des années 70, mais depuis la fin des années 50, juste après l'indépendance du Maroc. Sachant pertinemment que feu Sa Majesté le roi Mohamed Khamis, qui était l'un des leaders africains concernant la coopération à l'intérieur du continent africain et aussi dans le cadre de la coopération de ce qu'on a appelé à l'époque, à la fin des années 50, la coopération afro-asiatique, ou le Ta'aoun al-Afriqi al-Asiawi, dans le cadre évidemment de l'année 1955, à travers la conférence de Bandung. مؤتمر بندونغ الذي كان شارة كبيرة تاريخية لحركة التحرير الوطنية في الدول الإفريقية، الدول العربية وكذلك الدول الآسيوية. Donc la tradition marocaine, elle est ancestrale, qui date de très longtemps, concernant la défense d'abord de l'indépendance et de la souveraineté des États, je dis bien des États, c'est-à-dire toutes les composantes qu'on enseigne à nos étudiants au droit international, le territoire, la population et le pouvoir politique. Alors, concernant notre intégrité territoriale de notre pays, le territoire marocain dans le Sahara était toujours dans le cadre de l'allégeance des tribus du Sahara, était rattaché au Maroc. Et alors, j'ai une petite nouvelle à vous raconter que j'ai vécue personnellement quand j'étais étudiant en France, sous la direction du grand professeur Mohamed Bennouna, ancien doyen de la fac de droit de Bagdad, et ancien juge de la Cour internationale de justice, et ancien représentant permanent du Maroc aux Nations Unies. Et j'avais soutenu un mémoire de DEA, diplôme d'études approfondies, sur la question du consensus dans le système des Nations Unies. Et j'avais la chance d'avoir dans mon jury un haut fonctionnaire international qui s'appelle Liu Fuqin, un Américain d'origine chinoise, et qui était le sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires politiques. En 1982, ça coïncidait avec, évidemment, l'émergence d'un non-État, à savoir le Polisario, qui était accepté dans le cadre de l'OUA. Et on me disait à l'époque, ce Liu Fuqin, qu'il s'agissait donc d'une question vraiment qui était illégale, faussaire, et il s'agit également d'un hold-up sur le plan juridique, sur le plan politique, d'où le Maroc, quand il a quitté l'OUA, Sa Majesté le roi des femmes, Hassan Thani, il a envoyé son conseiller politique à l'époque. Il avait dit une phrase très importante. Le Maroc va quitter évidemment l'organisation de l'unité africaine, mais le Maroc restera africain. Il restera toujours africain parce qu'il était membre fondateur de l'organisation de l'unité africaine et qui a défendu l'unité africaine, qui a défendu la souveraineté des États africains. Et il ne peut jamais être quelqu'un, ou bien un État, qui va défendre un faussaire qui est le secrétaire général de l'organisation africaine à l'époque, qui s'appelait le Togolais Idem Kodjo. Et ce Idem Kodjo, pour ramener la réalité de la chose, c'est qu'il était évidemment avec les Algériens, avec des rapports donc un peu douteux, et qui était à l'extérieur, évidemment, de la fonctionnalité et de la fonction de ce secrétaire général de l'organisation africaine. Et finalement, donc, la création d'un mouvement qui n'est pas un mouvement en réalité, parce qu'aujourd'hui, ceux qui se trouvent dans le Sahara, ce sont des séquestrés. Et je pense personnellement, et on le partage en tant qu'idée aujourd'hui, c'est que si on demande à nos compatriotes séquestrés dans le Sahara de rentrer, ils rentreront facilement. Évidemment, des conditions aujourd'hui avec
la résolution prise par le Conseil de sécurité, il faut faire évidemment la part des choses concernant sur le plan technique et sur le plan politique. Mais j'ai également un certain nombre de propositions. J'ai oublié de remercier évidemment sincèrement le comité qui a organisé CBIS et Mme Chokri Meriem et le directeur donc, du laboratoire, et aussi la faculté. Je remercie infiniment de m'avoir invité et de participer donc dans l'histoire d'Haïti, parce qu'aujourd'hui on est aujourd'hui en 2025, mais on ne construit pas pour 2025. On ne construit pas pour 10 ans, 20 ans. On construit pour l'avenir. Et alors, il y avait des propositions qui ont été avancées tout à l'heure concernant le rôle de l'université dans l'édification, dans la promotion et l'affirmation et la confirmation de l'autonomie proposée par le Maroc et qui aujourd'hui est une solution acceptée par tout le monde. Pour quelle raison? Les professeurs qui m'ont devancé dans leur intervention, ils ont parlé de beaucoup de choses, des facteurs et des acteurs. Alors, les facteurs déterminants aujourd'hui, le Maroc était toujours une terre d'accueil, le Maroc était toujours une terre de paix. Et la paix est la considération fondamentale aujourd'hui dont on a besoin, non seulement pour notre région maghrébine, mais pour tout le continent africain. Et surtout aujourd'hui, dans l'affirmation de ce que j'appelle le nouvel ordre de la souveraineté de tous les pays, de tous les pays donc africains, sur la base de la recherche de paix, sachant pertinemment que la dimension historique est fondamentale. Malheureusement, dans toutes nos facultés de droit et de sciences économiques, la dimension historique elle est quasi absente dans l'enseignement du droit, de la sociologie, de la politique, etc. Et même dans les relations internationales. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la dimension historique nous rappelle des mémoires, nous rappelle évidemment la teneur exacte de notre identité, même si évidemment cette identité a été malmenée par la période coloniale. Et on sait très bien que les conflits territoriaux ils sont à l'origine évidemment de la colonisation. Mais comment dépasser cette période de la colonisation et l'héritage colonial? Évidemment par la recherche de paix, la recherche évidemment de solutions évidemment qui vont dans le sens du développement économique et social, du développement donc tout azimut pour évidemment enraciner donc le rôle de l'individu, le rôle de la politique de tous les États africains, les États donc les États arabes, etc. D'où dans ce nouvel ordre de la souveraineté pour les pays africains, pour les pays arabes, il y a aussi donc la dimension de la coopération sud-sud. Ce n'est pas une panacée, la coopération sud-sud. Ce n'est pas la négation de la coopération entre le nord et le sud. Mais évidemment, c'est une évolution qui doit être renforcée par la coopération en matière économique et en matière de recherche de paix dans le cadre des régions. Et je pense que personnellement, cette dimension doit être renforcée de la coopération sud-sud, même si dans la coopération sud, il y a des niveaux de développement économique. Ça ne doit pas être évidemment, à mon avis, une inquiétude, ou bien un problème qui va se poser devant donc, les initiatives, même si aujourd'hui, on sait très bien que quelques pays africains connaissent des difficultés concernant leur souveraineté, concernant la démocratie, les droits de l'homme, etc. Mais toujours est-il que la paix doit être à la base, évidemment, de tous les efforts qui doivent être menés par les États et par les collectivités, non seulement sur le plan interne, c'est-à-dire la société civile, mais un autre point que je veux développer, c'est qu'aujourd'hui, les relations internationales, le droit international, il est imprégné, pas seulement du droit, mais il est imprégné des questions politiques, des questions géopolitiques et géostratégiques. Et alors, si on analyse donc de manière un peu approfondie, en tant qu'internationaliste, le droit international, la position des grands pays
qui ont le droit de veto, notamment les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie et la Chine. Comment expliquer leur position dans le cadre de cette résolution? Premièrement, les États-Unis, avec la période, donc l'ancienne période du président Trump, le premier mandat, il a fait une déclaration juridique qui a affirmé que la solution proposée par le Maroc concernant l'autonomie est une solution juste, mais surtout une solution réaliste. C'est quoi le réalisme dans la position américaine? Ça nous renvoie aux doctrines, aux théories des lois Sharia, le réalisme dans la doctrine des relations internationales. Et là, je me permets de dire que, évidemment, ce réalisme, il va dans plusieurs sens, qui sont des facteurs déterminants aujourd'hui dans la paix au niveau international. C'est-à-dire que, étant une grande puissance américaine, il est partout dans le monde. Aujourd'hui, on demande aux États-Unis, au président Trump, de régler des crises partout. La dernière demande qui a été demandée par le prince héritier de l'Arabie Saoudite, c'est la question soudanaise. Et d'ailleurs, on avait ajourné d'une journée la prise de décision concernant la résolution du Conseil de sécurité à cause de la crise soudanaise. Tout le monde demande, évidemment, aux Américains d'intervenir. Mais quel est l'intérêt? On a parlé tout à l'heure, les collègues ont parlé évidemment de la gestion géopolitique et géostratégique. Quel est l'intérêt des États-Unis pour accepter, évidemment, et pour dire, dans une déclaration officielle sur le droit américain, d'accepter le projet de l'autonomie du Sahara dans le cadre de la souveraineté du Maroc? Évidemment, pour la simple raison, c'est que le Maroc, sur le plan régional, est une région fondamentale pour la paix et la sécurité dans les pays du Maghreb, dans les rapports entre l'Europe et l'Afrique, dans la sécurité atlantique, donc l'initiative royale atlantique, il est là pour le dire. J'ai assisté dernièrement, ça fait 2 semaines, à un grand congrès international sur la gouvernance sécuritaire, où j'avais intervenu dans le cadre de ce symposium, de cette conférence internationale, sur le rôle de l'initiative atlantique pour la paix dans la région. Et ça va nous ramener évidemment à beaucoup de choses. Et donc finalement, l'intérêt des grandes puissances, c'est évidemment le maintien de la paix et de la sécurité, en conformité avec la Charte des Nations Unies, en conformité avec les principes et les objectifs de la Charte depuis 1947 jusqu'à aujourd'hui. Et donc finalement, la position marocaine sur la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, elle est la continuité de la politique étrangère, la continuité de la stratégie marocaine concernant le règlement des différends au niveau international. Donc une position claire, une position réfléchie, et une position qui se base sur la diplomatie, tous azimuts, et également sur la stratégie du Maroc concernant le règlement de ces différends. Et d'ailleurs, sur le plan certainement militaire, le Maroc, il est dans le cadre de la coopération avec énormément de participation dans le cadre des opérations militaires au Sahara, et qui vont dans le sens, évidemment, de cette coopération, non pas pour être un pays belliciste, non, mais pour être un pays de paix et de sécurité, sachant pertinemment que le péril, les dangers de l'insécurité menacent tout le monde. Non seulement l'immigration, par exemple, concernant les pays européens, mais également concernant d'autres pays, mais non seulement concernant évidemment le blanchiment d'argent, concernant la cybercriminalité, etc. Et donc, le Maroc, aujourd'hui, dans le cadre de cette gouvernance, concernant donc la participation du Maroc dans la paix au niveau régional et international, je pense que la considération est estimée par tout le monde, au nord comme au sud. Et d'ailleurs, je pense que
le discours de Sa Majesté concernant évidemment la position du Maroc par rapport à tous les partenaires, notamment les trois, alors que évidemment on sait très bien le caractère ennemi de toutes les positions algériennes jusqu'à aujourd'hui, et ça va continuer, parce que ça va pas être évidemment quelque chose qui ne va pas durer, mais ça va durer, et je pense que les négociations futures seront très difficiles, et je pense que, excusez-moi Madame la Présidente, de dire des petits mots بالعربية حول اقتراح بالنسبة للمنظمين، وهو أن نفكر على المستوى الوطني في واحد ملتقى المستوى الوطني حول دور الجامعة في بناء الحكم الذاتي بين المقترحات والديناميات. يمكن يكون واحد التوافق مثلا بين كل الجامعات المغربية، لما لا، باش يكون واحد الموقف أو مواقف وتعبير حول دور الجامعة، ماشي مثلا كل كلية ديال بحالها على المستوى الوطني. ثم كذلك واحد الاقتراح آخر، وهو أنه أن فهم التاريخ هو يرتبط بدور بالنسبة للباحثين في كلية الحقوق وباحثين بصفة عامة في الجامعة، هو دور الأحداث والظواهر الدولية في بناء السياسات العمومية فيما يخص مثلا السلم والأمن الدوليين. وشكرا جزيلا والسلام عليكم.